Bon, je suis Timothée Denizou, votre premier conférencier, et ce soir, on va commencer en parlant du projet qui me tient pas mal occupé depuis janvier. Donc c'est un gros projet, c'est long et il avance pas mal. Donc voilà, c'était pour présenter l'avancée. Non, c'est bon. Vous avez des... Si les slides veulent bien marcher. C'est pas grave, on va le faire à la main. Donc je vais vous parler du jeu, principalement, voilà un peu les spécificités. Et puis donc après les projets de communauté qui avaient été faits précédemment sur ce jeu, sur les jeux aux alentours, quelques points techniques, et après nous, comment on fait nos affaires pour que à la fin ça marche. Donc le jeu est un jeu qui est vieux, qui a quasiment 25 ans, qui est super, qui a un très bon feeling, qui a beaucoup vendu, et qui a tellement bien vendu qu'ils l'ont même réédité sur la Nintendo Switch, sur la PlayStation, sur la Xbox en 2020. Donc voilà, c'est un jeu qui a très bien vieilli, et la seule chose un peu qui a mal vieilli, ce sont les graphismes, parce que ça se voit que le jeu il est vieux et il est moche. Donc sur la première slide, on a un très beau splash screen, mais le jeu est quand même très limité en termes de performance, et il est très bien optimisé pour l'époque. Donc il a été fait par LucasArts, à l'époque où ça existait encore, et où il faisait plein de jeux. Et en particulier, donc, il est sorti en 1999, et il est basé sur une engine custom, parce qu'à l'époque tout le monde faisait des engines custom. Il est basé sur l'engine du jeu d'avant, donc du même studio, donc, qui est le Fifth Engine. Et par-dessus, ils ont créé le Jones Engine, qui en fait prend beaucoup d'éléments communs, et qui sera utilisé pour Star Wars Racer et Indiana Jones. Et en fait, Indiana Jones va sortir 4 à 6 mois plus tard, mais ils ont utilisé la même engine pour Star Wars Racer. Et donc on va voir que c'est un point qui va nous intéresser beaucoup, le fait que les engines soient réutilisés. Et donc après, voilà, c'est comment j'ai fait, moi, parce que je suis arrivé, ça faisait longtemps que je voulais le faire, décompiler ce jeu, mais j'avais aucune idée de comment faire. Et donc un jour, je me suis lancé, et j'ai lancé Ghidra, et ça ressemblait à peu près à ça, et je connaissais pas trop l'assembleur, encore moins le x86, parce qu'on n'en avait pas fait en cours ou quoi. Donc Ghidra, ça a plein d'options, mais l'option la plus intéressante, c'est l'option qu'on voit à droite, qui va nous ressortir du pseudo-C. Donc c'est comme du C, mais avec quelques particularités. Et notamment les variables globales. Donc là, on peut voir par exemple en orange à gauche, quand il y a un gros indicateur data avec un truc en X, c'est des variables globales. Et c'est embêtant, les variables globales. Ça nous ressort du pseudo-C. On a des trucs rigolos, comme des pointeurs code qui n'existent pas en C. Mais c'est une fonction, vous inquiétez pas, ça marche comme une fonction. Il faut juste trouver la bonne. À droite, on va avoir des fonctions beaucoup plus... On est beaucoup plus content quand on a des fonctions à droite, parce que c'est des fonctions qui n'ont pas de variable globale, qui dépendent que des paramètres. Et là, en plus, c'est simple. Donc, on réfléchit un peu et on voit que ça fait un produit en croix entre deux vecteurs. Et on est content. Et aussi, le truc très intéressant quand on fait du reverse, c'est de regarder les strings. Et donc, notamment, là, on a des strings de debug qui ont été leak dans le jeu. Donc, on va avoir les noms de fichiers et aussi certains noms de structures. Et ça, en cherchant tous les strings, en faisant des références, on peut le voir que qu'on peut retrouver d'autres projets. En fait, au début, je ne savais même pas que l'engine était la même par rapport à d'autres jeux. Mais avec ces strings de debug, on peut le retrouver. Donc, quand je suis arrivé, il y avait déjà quelques gars qui avaient essayé de faire une décompilation avant ou un projet open source. Donc, JFoxRocks, dernier commit il y a 5 ans, sur le serveur communautaire dont je fais partie. Son dernier message, ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans. Donc, voilà. Il y a un autre gars qui, lui, donc Lightning Pirate, qui, lui, était là avant, il est toujours là, il est toujours assez actif et il a fait quelques trucs, il a fait beaucoup d'outils, surtout. Et le truc qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'un gars a fait, il a fait la décompilation du jeu précédent. Donc voilà, le jeu que je vous ai montré en 97, il l'a décompilé quasiment entièrement sur Linux, sur Mac, sur Windows, et il y a beaucoup de fonctions du coup de l'engine qui ressortent.
Donc il suffit de chercher un peu, on peut voir certains strings qui sont les mêmes, et après on peut carrément matcher les fonctions parce que c'est les mêmes fonctions. Donc après on est très content parce qu'il y a plein de fonctions qui sont les mêmes. Et donc pareil, dans la quête de documentation, c'est un gros truc parce que il y a plein de vieilles interfaces DirectX qui n'ont plus de documentation parce qu'elles sont trop vieilles, parce que Microsoft n'a même pas laissé d'archives. Et donc voilà, j'ai cherché sur Internet, sur Wine, des headers sur GitHub, par-ci par-là, et notamment sur le serveur en question du jeu précédent. Et donc j'ai discuté, je leur ai dit où est-ce que je peux trouver certaines structures pour certains assets, pour les textures par exemple. Ils utilisent les mêmes fichiers de format, les formats de fichiers du jeu précédent. Et donc je leur ai demandé, il y a un gars en question qui bossait sur la décompilation de Indiana Jones qui m'a dit tiens, d'ailleurs, je fais la décompilation, si tu veux jeter un coup d'œil. Et donc là encore, voilà, il y a plein de similarités avec l'engine et on est très content quand on a de la documentation et des symboles de debug. Le jeu a d'autres particularités, notamment que comme il est super vieux, il a été compilé et développé sous Microsoft Visual C++ 5, qui est sorti sur Windows 95, qui ressemble à ça, là, à gauche. C'est magnifique. Je l'ai fait tourner dans une VM avec le compiler. Et le compiler est un peu capricieux, parce que quand on essaye de faire du code à gauche, comme ça ne va pas marcher. Parce que c'est du ISO C avant 99, c'est du 89. Et en 89, il faut mettre toutes les variables au début et après le code. Donc là, ça ne marche pas parce qu'on a défini J après avoir fait du code. Donc si on veut que ça marche, il faut mettre J avant. Et les assignements, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on dise la variable existe au début. Donc au début des fonctions, on se retrouve avec un énorme pavé de voilà, toutes les fonctions toutes les variables qu'on va utiliser. On fait des gros pavés. Ça, c'est comment on fait une interface en C. On a vu que le jeu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le jeu est sur plein de plateformes. Il est même sur la Game Boy Color. Et comment ils font ça pour avoir une très grande portabilité? C'est avec donc une interface comme ça, où on dit voilà l'interface, voilà comment on print, voilà comment on alloue et voilà comment on accède des fichiers. Donc voilà les allocations, il y en a de plusieurs types. Et après, dans une fonction d'initialisation au début, on met toutes nos fonctions. Et quand on veut changer de plateforme, il suffit de changer toutes les fonctions à droite. Et magie, on a porté quasiment tout le jeu sans aucun effort. Modulo, le display et l'environnement 3D, mais ils ont le même système. En fait, on a juste à réimplémenter un seul fichier dans tout le jeu, et puis comme ça va bien faire les fenêtres et l'affichage 3D. Et on est très content. Un truc qui m'a vraiment beaucoup perturbé, surtout sur la décompilation, parce qu'on n'a que des variables globales partout, c'est ce truc-là. Donc en bas, c'est juste un truc que j'ai créé moi-même pour faire la démo. Mais ce truc-là, c'est un truc qui va gérer tous les objets du jeu. Donc on va avoir un identifiant, ici event, qui est un tag, en gros, qui dit ça va être un truc de test, ça va être un truc pour le hangar, ça va être un joueur, ça va être un trigger, etc. Plein de trucs différents. Et après, donc, on va avoir plein de callbacks qui sont associés et une liste d'objets. Donc on va avoir notre liste d'objets qui commencent tous par ça. La taille de l'objet. Donc là, par exemple, notre taille, si on veut faire une liste de myObject, ça va être 0x48. Et après, plein de callbacks qui vont être associés à cette fonction. Donc c'est un petit peu de l'orienté objet en C, mais pas vraiment. Et du coup, nos fonctions de 0 à 4 vont être appelées dans les boucles du jeu principal pour dire, donc je suppose que doit y avoir un draw quelque part, et je ne sais pas encore trop, mais en tout cas, c'est appelé régulièrement dans la boucle du jeu principal. Il y a un chargement et un déchargement aussi. Et donc voilà, et après, chaque liste d'objets va être mise avec un événement, et après, on a des sous-événements qu'on peut dispatch aussi. Et ça fait plein de trucs. Comment on mode le jeu? Donc une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, ou au moins qu'on a une idée vague de comment ça fonctionne, on va faire de l'injection de DLL pour mettre notre code à nous. Parce qu'à la fin, on veut modder le jeu, on veut modifier les fonctions principalement. Le but, ce sera de changer les assets et les textures, mais on verra ça juste après. Et donc, il y a deux approches. Soit on fait du patching, soit on fait de l'injection de DLL. Le patching, c'est j'édite, je prends l'exécutable, je modifie des octets dedans, et après, comme ça, ça fait ce qu'on veut.
Et généralement, ce qu'on veut faire, ce que le gars fait pour donc Jedi Knight d'avant, il prend son DLL, il copie-colle le code qui est là dans le main, et après, du coup, ça va tourner ça, et ça va tourner la fonction hookinit Windows, et après, elle-même va s'occuper de réappeler le main et de lancer le jeu comme il faut. Et l'autre approche, c'est de faire de l'injection de DLL, ce que le gars du Indiana Jones fait, et ce que j'ai décidé de faire aussi parce que c'est plus pratique. Là encore, on le verra juste après. Et l'idée, c'est de prendre un exécutable, un programme, on le lance, on lui injecte un thread qui va exécuter du coup le code du dessus, qui va lancer notre DLL, charger, faire des hooks pour toutes nos fonctions. Donc hook, en gros, c'est on dit voilà l'adresse originale de la fonction, voilà ma fonction à moi. Et après, on injecte un peu d'assembleur et nos adresses. Et comme ça, quand le jeu va appeler la fonction originale, ça va appeler en fait la nôtre. Et après, c'est à nous de bien vérifier que notre fonction elle est bien faite comme il faut, sinon tout explose. Et ici en particulier, on va avoir du coup un loader qui va lancer le jeu en mode arrêté, lancer le thread, tout lancer, tout faire les hooks, finir le thread et après relancer le jeu comme il faut. Et du coup, ça marche impeccablement. Petite démo. Donc, petite démo du loader. Donc, on va compiler. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le jeu. Donc là, je suis dans le chargement. Et on compile notre DLL de réimplémentation qui contient toutes les fonctions qu'on veut hook, qui contient un main. J'ai rajouté une console de debug pour dump plein de trucs parce que c'est pratique. Et on va charger notre loader qui est là, et je lui ai même mis une petite config, donc il va lire la config, et on a plein de petits flags d'activation pour modifier le code et dump du texte avec le mode développeur qui va juste du coup faire notre console, et tout débug. Donc si on lance le jeu comme il faut, bien, au début, il charge tout son bazar, et après il lance une cinématique, une deuxième cinématique, une troisième cinématique, et après il lance le jeu, donc on est content, on lance le jeu, une quatrième cinématique, que des fois on ne peut pas la skipper comme les autres, puis on a le jeu, puis on lance le jeu, puis on est content, il relance une cinématique, et là il nous fait une jolie petite transition, et après il lance le jeu, et on peut jouer, donc il y a plein de courses, et on est content. Hop. Et donc vous avez vu que ça nous a mis en plein écran, ça a complètement modifié là notre background avec toutes nos fenêtres, ça les met n'importe comment parce que c'est un vieux jeu donc c'est rigolo. Et donc si on lance notre loader cette fois-ci, j'ai pas réussi à faire que malheureusement ça change le plein écran, il va toujours rester en plein écran et faire n'importe quoi, mais au moins voilà, là on écrit toutes les valeurs qu'on voulait à des endroits spécifiques dans l'exécutable. Il fait tout notre bazar. Oups, j'ai perdu là. On le relance, et puis donc là pour l'instant c'est juste du quality of life. Ça nous a skippé toutes les cutscenes, donc on est content. On lance le jeu, ça continue de nous skip toutes les cutscenes. On lance, et ici ça va lancer directement sur le chrono à 1, et comme ça on peut jouer direct. Donc c'est juste pour ceux qui... Il y a quelques gars voilà, dans la communauté qui jouent beaucoup, et ils disaient c'est chiant de devoir skipper les cutscenes à chaque fois, donc si on peut avoir un petit truc. C'est pas compatible avec le speedrun parce qu'on modifie le jeu ici, mais voilà, c'est une petite qualité de vie qui est pratique. Et après, il y a un gars, voilà, Afex, qui pareil sur le serveur communautaire il y a moins d'un mois, qui est sorti avec plein d'outils qu'il développait en interne depuis longtemps mais qu'il n'avait jamais mis en public, qui a réussi à injecter des modèles et des textures dans le jeu. Donc là, il a réussi à injecter une texture. Il l'a mis en x2, la dimension. Et bah, du coup, ça crop complètement, ça sort de l'écran. Donc voilà, ça ne marche pas forcément parfaitement. Mais il a réussi à mettre un modèle. Il y a un gars qui a fait un modèle 3D qui est super. Donc il a fait son modèle 3D. Et on peut voir que ça ressort très bien parce que on a le jeu qui est tout moche avec plein de polygones très carrés. Et on a notre magnifique modèle Blender en plein milieu qui est très beau. Et donc après, il a essayé de mettre un autre modèle et ça crache le jeu encore parce qu'il y a plein de vieux problèmes ou plein de limites qui sont hardcodées dans le jeu sur le nombre de triangles
le nombre de textures, la mémoire même de tous les assets. Donc voilà. L'un des petits problèmes qu'on peut avoir, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. On essaye de mettre une grosse texture et après, le jeu se met à lire n'importe quoi et il n'est pas trop content. Et en bas à droite, voilà, c'est un test de texture. Ça, on a réussi à bien l'injecter. Mais ça marche que pour des petites textures pour l'instant. Et il y a encore plein de limites comme ça dans le jeu où si on essaye d'injecter n'importe quoi, ça va exploser. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir un projet de décompilation. Voilà. Et voilà, c'est tout pour moi ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas été forcément très technique, mais en fait, voilà, même en faisant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui ont avancé, parce que la plupart du temps, on est juste sur Hydra à chercher ce truc-là, une variable globale, machin, essayer de comprendre. C'est beaucoup de recherche de références, parce que du coup, les variables globales vont référencer plein de codes, et les fonctions vont s'appeler elles-mêmes ou vont appeler ou directement mettre leur valeur dans les variables globales. C'est un peu infernal à suivre sur un très gros truc. Il y a 250 000 fonctions en tout, et on en a fait à peu près 800, ce qui fait 40% du projet environ. Voilà. Donc ça va lentement, mais ça va sûrement, et ça va de plus en plus vite. Et voilà, quand il y a d'autres gars qui se ramènent et qui font voilà, des injections comme ça, ou qui arrivent avec justement le gars d'Indiana Jones qui me contacte comme ça, parce que lui aussi, il a réussi, il fait un projet similaire, bah, ça fait très plaisir. Et voilà, et toutes les variables, tous les symboles de debug qu'on peut récupérer, on les prend. Voilà.